Thank you, everybody, for being with us tonight. This is the first of the season. It's a pleasure and an honor to receive Dawn here tonight with several wonderful people who have been translating her work recently. And there'll be many more soirees with Double Change here during the year, so please keep yourselves well informed. Oui, je passe la parole au cher Olivier Brossard. Je suppose que c'est Olivier et non pas Vincent ce soir. Et pour vous présenter un peu la soirée. Merci tous d'être là. Et please turn off your cell phones. S'il vous plaît, éteignez vos portables. Bonsoir, merci à Michael, à l'atelier Michael Woolworth de son accueil. Merci à ses collègues Julien et Camille qui entre autres ont fait le très beau poster qui est dehors. Je voudrais aussi remercier la Fondation de la Poésie grâce à laquelle Dawn a pu venir ici en France et grâce à laquelle on a pu publier le livre de Dawn traduit par Marie de Quatrebarbes, Maëlle Guédon et Benoît Berthelier aux éditions Jocasseria. Alors malheureusement, Maëlle est malade et donc ne pourra pas être là ce soir et lire. Donc nous entendrons Dawn Lundy Martin avec Marie de Quatrebarbes je vais les présenter toutes les deux et comme à l'habitude ce que je vais faire c'est présenter Dawn en français et Marie en anglais puisque nous avons beaucoup d'amis anglophones qui sont venus pour un colloque qui se tient sur le travail de Dawn à l'université Paris Diderot. Donc Dawn Lundy Martin est poète, elle écrit aussi des essais et elle fait des vidéos, elle est vidéaste et elle a publié à ce jour 4 livres de poésie, Good Stock, Strange Blood et le plus récent publié chez Coffee House en 2017, Life in a Box is a Pretty Life publié par Nightbot Books, Discipline publié par le même éditeur et en 2007 son premier livre A Gathering of Matter, A Matter of Gathering publié par les presses universitaires de l'Université de Géorgie et avec la poète Erica Hunt, Dawn a publié un volume, une anthologie qui s'appelle Letters to the Future, Black Women Radical Writing, qui vient de sortir aux éditions Corey Press. Elle a publié ses essais et ses textes dans de nombreuses revues, dont The New Yorker, Harper's. Et Dawn partage son temps entre New York et Pittsburgh. Elle enseigne à l'université de Pittsburgh, dont elle a cofondé le centre de poésie et de poétique africaine-américaine, ou le centre africain-américain. Marie de Quatrebarbes. I'm going to switch into English now. I'm just trying to introduce the American guests we've had in French and the French poets in English for our English-speaking friends. Marie de Quatrebarbes has published several books. One of the most recent is John Wayne is sous mon lit. John Wayne is under my bed, published by the Centre International de Poésie de Marseille. Gommage de tête, published by Éric Pesty, éditeur, in 2017. La vie moins une minute, which some excerpts of which were translated into English, and the title is Life Without Minus 1 Minute, published by Lanskin in 2014. Marie edited the collected works of Michel Couturier in 2016, and she has a book forthcoming with the publishing house POL, the title of which is Voguer, and I won't even try to translate that title, but I'm, taking suggestions. Marie de Quatrebarbes, Maëlle Guédon et Benoît Berthelier are co-editing
the magazine La Tête et les Cornes, The Heads and the Horns, which you will find on the table over there. And it's in the magazine that I read the first text in translation by Don, and which by and by led to the publication with Jo Casseria of Discipline, translated by Marie, Maëlle, and Benoît. Don Lundy Martin, Marie de Quatre-Barbes. Bonsoir tout le monde, merci beaucoup Olivier, merci à Double Change, à Michael Woodworth pour leur magnifique accueil. Je suis vraiment ravie que ce livre, cette traduction de Dawn paraisse aujourd'hui, c'est vraiment très émouvant pour moi. C'est un travail magnifique qui me tient beaucoup à cœur et j'espère qu'on lui a fait, enfin voilà, qu'on est été à la hauteur de la tâche, on va voir, vous nous direz. Donc avant de découvrir le travail de Dawn, je vais faire une première partie à cette soirée et je vais lire un extrait d'un livre à paraître. Alors il se trouve qu'il y a 2 ans, à l'invitation Double Change, j'avais lu le début de ce livre qui était tout à fait en chantier. Et là, le livre est terminé et c'est la suite. Donc désolée pour ceux qui ont raté le premier épisode. Je pense que ça ira, c'est pas non plus Game of Thrones, je sais pas quoi, ça va. Plutarque, en ouverture de ses propos de table, cite pour le critiquer le proverbe suivant. « Je déteste un convive qui a de la mémoire. Tous les banquets ne finissent pas dans le sang, mais le cas échéant, il n'est pas inutile de pouvoir reconstituer les faits. Lors du banquet où Scopas refusa de lui donner la totalité de la somme qu'il lui devait, Simonide de Céos quitta la table pour rejoindre 2 garçons qui l'attendaient à la porte. Est-ce la blessure d'orgueil ou l'attrait pour les garçons qui le poussa à sortir à ce moment précis? Une fois dehors, il ne vit personne et le bâtiment s'effondra. Devant les corps méconnaissables des convives, Simonide se remémora leurs noms à partir des places qu'auparavant ils occupaient, mais jamais il ne rejoignit les garçons. Prière pour le garçon disparu à l'angle de l'avenue Pasteur et de la rue Magellan un soir d'août 2017. Ce soir, j'ai rendez-vous avec un ami. Je sais qu'il me donnera de l'argent pour que je m'achète une belle robe. Si tu tires une flèche et qu'elle monte haut, bravo. Si tu es marié à un homme, que tu es une femme de banlieue, une femme normale, et que ton mari t'achète une machine à laver, je parie que tu es prête à lui offrir ce qu'il veut pour obtenir ce que tu veux. La main du client était plus petite que la mienne. Il aimait sentir qu'il avait affaire à quelque chose de petit. Quand il m'a appelé un monstre, j'ai compris, j'ai sauté par la fenêtre. Je ne connais pas mon pays, ni ma ville, ni ma maison. Je dors à la place de quelqu'un d'autre. La vie ne m'a pas donné beaucoup de chance. On laisse une trace dans le monde seulement en survivant. Tu vois une fleur. Elle est seule au monde. Tu la touches, elle meurt. C'est moi. J'ai eu beaucoup de pleurs quand il m'a frappée. C'est un connard, le connard. Lorsqu'il se promène dans la rue, il absorbe les regards, il y démêle le désir de la violence, son dos se voûte, il entre dans un restaurant et commande une bière, il essaye d'arrêter et de fumer et de boire, mais il continue de fumer et de boire, il sort un livre de sa poche, les cuisses nues de la serveuse sont posées sur le comptoir. Twilight est un livre adorable. Il dit qu'il a trouvé refuge dans une maison dont il est l'oiseau. Il cuisine pour les autres et parle dans la langue de l'oiseau. Il dit
J'attends une fleur et je mourrai si on me touche. Il a pris des coups. Dans les toilettes du restaurant, un homme lui propose du sexe contre de l'argent. Dans son téléphone, il y a des photos de lui en plus jeune. Plus tôt dans la journée, il avait l'air plus jeune. Il dit « Je suis un jeune homme de 27 ans. » Il a un dieu. Il dit « Si on me frappe, c'est comme on frappe un chien. » Je fais en sorte que ma main prenne une forme comme un poudrier ou un petit miroir de poche. Je fais comme si je m'appliquais de la poudre ou du blush. Je fais en sorte que ma main devienne un morceau de miroir à partir duquel je peux regarder, puis je retourne le poudrier vers toi. Ma main est un miroir dans lequel tu te regardes. J'imite ton visage pour que tu vois ce que tu as sur le visage. Je tisse un lien, j'envoûte le monde avec mon lien. La lecture est la forme artistique de l'insulte. Nous devrions danser au lieu de nous battre. Il allume une cigarette, il fait encore chaud et les gens marchent lentement le long de l'avenue. Des mouettes regardent depuis les toits, regardent ce qui se passe en bas. L'air de la mer pénètre dans la ville, il se glisse au milieu des gens. Il avait l'air plus jeune sur les photos du téléphone. Plus tôt dans la soirée aussi, il avait l'air plus jeune. Le temps passe avec les promeneurs. On entend de la musique qui sort du restaurant. Des clients dansent au bord de la piscine. La rue qui descend vers la mer est une rue dangereuse. Il se recoiffe, il pose sa main sur son sac. Il dit adieu d'un sourire. Il ne dit pas où il va. Il disparaît au coin de la rue. Il dit « Ma tristesse n'est pas un reproche ». Il vit dans un théâtre de marionnettes. Il pénètre dans la nuit noire de Tirésias. Il parle la langue des oiseaux. Il porte en elle une blessure que rien ne suture. Il met son cœur à genoux devant lui. Il dit « On ne pouvait pas m'aider sur la terre ». Il embrasse la page droite, il embrasse la page gauche, il dit « Ma blessure existait avant moi ». Il dit « Ma robe de mariée était prête ». Il glisse une fleur à l'intérieur de son imitation. Il dit « Je parle au-dedans de vous sans aucun bruit de parole ». Il marche dans les ténèbres. Il dit « Le vent souffle où il veut et j'entends sa voix ». Il dit « La tige s'est brisée ». Mais cela n'a pas d'importance. Il quitte la vallée de son père et se soustrait à sa puissance. Il dit « J'ai des yeux d'émail qui voient au-delà de la forêt. » Il boit à la source une eau très froide qui a un goût de forêt. Il suit un groupe de gens qui dansent une ronde. Il tient ses doigts en l'air, dans une position toujours identique. Il s'introduit dans l'atelier et coupe les fils qui le retiennent. Il devient tissage, mercure, complexion. Il est issu du mélange, par imitation. Il plonge ses yeux en ses yeux comme s'il pouvait lire son âme. Il dit la bosse est devenue creux, la forêt s'est remplie d'alluvions. Il dispose les os et les muscles en suivant une attitude. Il cherche l'équilibre entre les parties. Il dit mon corps est un mélange d'hommes et de femmes. Il dit je me sens seul en ce point de jonction. L'idéal, sans doute, serait de ne plus avoir de corps. Alors nous pourrions vivre entièrement à l'extérieur et retrouver la plénitude d'une pensée unie au mouvement. Orphelin de pieds, veuve de mains, muet sans bouche, d'un sang fermenté, bile noire, composant un équilibre dont le mélange ne tient plus sur ses appuis, on peut avoir le sentiment du tout dans les parties si elles sont prises séparément. On réalise un moulage avec sa vie. La pesanteur, vécue par l'intermédiaire des os, elle n'en perçoit pas d'abord la traversée, seulement l'élan qu'elle ressent pour une autre configuration, imprévisible, correspond à une excitation de ses sens plus aigus. Passagère allant à pied, dans les vases, les lits, là où les espèces échangent des signes immédiatement interrompus, le corps est parcouru de secousses, de bribes, d'élans, de débuts. Ce n'est pas le jeu de tel élément
ce n'est pas le jeu de tel ou tel élément arrivant à quelque chose sans bouger. Devant la recherche du présent, un temps que rien ne ponctue, le corps progresse en équilibre, à tâtons, avec les mains tendues. N'en va-t-il pas ainsi du jeu des apparences, où la transformation a lieu? Pour ne pas dire où ça commence, la voix se hisse un octave plus haut et se souvient comme c'est étrange d'être une fille. Seule dans la chambre, dépendante du lit, de la découverte, des nombreuses occurrences et des surfaces peintes à l'intérieur, elle s'aligne comme opportunément aux rives dont elle épouse à présent les formes, sans identifier précisément l'endroit où ça tire. Même si on se sent plus ou moins seul, on participe d'un même sentiment de totalité, confondu à l'ensemble, égal et réparti sur tout ce qui en soi ressent indifféremment. On pense être quelque part, puis à l'endroit précis où l'on se cherche paraît celui où l'on se trouve, parfois légèrement décalé. Tandis qu'elle saigne encore un peu du jeu des apparences, plus que du sang proprement dit, on ne saurait dire exactement pourquoi, c'est le moment qu'elle choisit. Et lorsqu'elle plonge dans la rivière pour se transformer, les choses semblent tout à la fois plus vives et plus ténues, alors qu'elles se produisent juste à côté. Telle une maison en laquelle on court se protéger, les muscles sont des refuges où elle attend que quelque chose lui arrive. Ce n'est pas arrivé en un jour. Il a fallu pousser lentement, doublement, comme des rameaux se rejoignent au-dessus d'une tombe ou d'un lit, mais il n'est pas indispensable de se sentir extraordinaire pour survivre. Il suffit de se faire ligne et d'attendre le moment où la peau va céder et les jointures tirent pour atteindre des proportions allant vers une certaine idée de symétrie, manière de grossir le trait sans l'altérer. Au moment où tout le corps pénètre dans l'eau, elle ressent une fois encore cette inquiétude semblable à une brûlure, et quand elle la reconnaît, elle sait qu'elle la portera en elle pour toujours. Il y a cet afflux, conjointement à ce qu'elle ressent et qui la préoccupe, et qui ne la quitte pas en réalité, mais rien de ce qu'elle croyait savoir ne se produit. Elle perçoit comme un nouveau poids sur ses membres, des prolongements, justifiant d'autres mouvements à la fois plus brefs et plus précis, puis son esprit s'allège car la greffe prend dans le corps et les collines s'adoucissent. Lorsqu'enfin elle disparaît dans le lit ouvert, alors qu'elle se courbe entièrement dans ce corps nouveau, sans rupture et sans style, elle se sent absolument égale à ce qu'elle ressent, alors qu'elle ressent inégalement la solitude venue frapper telle partie. Ce qu'elle éprouve alors, comment le dire? Il faudrait être plusieurs à la fois pour le dire. C'est comme si quelque chose survenait au moment où son corps pénétrait dans l'eau. Puis, elle prend de la vitesse. Son corps est parcouru de secousses qui se produisent sans qu'elle puisse dire exactement ou ni connaître les circonstances qui rendent cela possible. Son sang coule régulièrement, mais elle n'y fait pas attention. Elle se souvient seulement de s'être sentie soudain alignée à cet espace ouvert en lui. Dans son journal, Kierkegaard cite Leibniz, citant Horace, ventriloquant Tirésias. Ce que je prédis, ou bien se produira, ou bien ne se produira pas, car Apollon m'a accordé le don de prophétie. Pour que la prophétie se réalise, il faut que quelqu'un se souvienne qu'elle fut prononcée. Prière pour l'amant de Ninetto d'Avoli, assassiné dans la nuit du 1er au 2 novembre 1975 sur la plage d'Ostie. Nuée d'oiseaux dans les arbres, nuée folle et folle envie de danser et vive couleur emportée dans une danse virevoltante. Tu ressembles à un aéroplane, dit-il à l'ange qui le contemple de ses yeux bleus inquiets. J'aimerais être un perroquet et vivre 300 ans. Je suis content. Pourquoi suis-je si content? Parce que tu viens de naître. Qu'est-ce que ça veut dire que je viens de naître? Ça veut dire que tu es vivant.
Parfois, je me demande ce qu'aurait été ma vie si tu n'avais été en ma vie, et si ma vie, passant à côté de la tienne sans la voir, ni la tienne ne me voyant, ce que nous aurions fait de nos corps autonomes, de nos corps déconnectés l'un de l'autre, et pourtant travaillés l'un par l'autre, et par la conscience aiguë d'un manque à chérir, vide, palpable et insistant, qui se serait levé devant nous. Car, sans notre rencontre et hors d'elle, parfois je me demande si j'aurais vécu et si je vis vraiment le jour pour te connaître et te chérir, si la vie ne m'avait donné cette occasion justement de vivre pour me faire connaître de toi, et en toi, et dans l'état actuel de nos relations, dans un certain état du désir que nous traversons jour après jour, malgré la perte, et le fait que nous ne soyons plus deux dans la vie qu'actuellement nous menons. Et lorsque j'avance, seule, en face d'elle, et que nous courons vers elle qui passe dans notre dos, que nous cavalons à sa poursuite à l'instant précis où elle passe, devant nous, qui n'est plus qu'une idée abstraite, à la fois si petite et vivace, jamais elle ne s'arrête sur sa route pour contempler la solitude de ce qui reste sur le bord. Elle continue, là où elle court, toujours, éternellement, au-devant de toute chose où elle va, sans que nous puissions la suivre. Parfois, je me demande ce qu'aurait été ma vie si elle n'était pas entrée dans ta vie comme en une forme plus large, si elle ne s'était pas tenue légèrement au-dessus de ma vie par la grâce de quelque chose, et au moment où tout semble près de s'effondrer, il y a encore ce fragile équilibre qui nous tient, par la grâce, comme le moment où je touche ta joue et je m'endors dans l'idée que je me fais de ta présence malgré la perte. Le sommeil me rend jaloux de ces instants volés, mais j'avoue que je suis seule et dans cet état de dispersion où mes idées vont, mes sensations brouillées vont seules, et je suis propulsée contre ce fragile rempart sur lequel les choses ricochent et, toujours, à l'instant où je crois te rejoindre, je tombe le plus profond dans cet appareillage, entièrement dépris de ce que nous avions et croyons avoir, et qui nous sauve, à vrai dire, à chaque instant, et je ne crois pas qu'au point où nous en sommes, nous puissions tomber plus profond. Parfois, je me demande si je ne suis pas tombée tout à fait en dehors d'elle, par nous interposée, la vie change de bord, tendue sur le bord, et si nous ne sommes plus vraisemblablement ensemble dans cette vie, sans nous plier tout à fait à l'état des choses, mais avec elle, et elle en nous, et dans l'ensemble que nous formons avec elle, elle en nous et par nous, sur le bord, parfois elle court et je prie pour qu'elle ne nous fasse pas tomber plus profond. Et lorsque nous tombons dans elle et qu'elle tombe sur nous, ou juste à côté de l'ensemble précaire que nous formons dans elle, jamais nous ne cessons de faire rouler entre nos doigts de petits morceaux colorés d'elle, par la chaleur de nos proximités, où soudain s'engouffre un feu plus vaste qui nous absorbe, nous dérobe et ne nous lâche pas. Parfois, je me demande si la nature de nos relations a infusé ma vie au point que nous ne puissions plus nous passer d'elle, alors qu'elle passe, elle, toujours, sans s'apercevoir de rien, dans l'indifférence de sa course, alors que nous sommes passés à travers elle, pour ainsi dire, et qu'elle est passée au travers de nous et d'elle à nous, sans qu'elle le sache. Vraiment, est-il possible que nous n'en sachions rien ? Parfois, je me demande si ma vie a vraiment tenu en ma vie, et s'il ne s'est pas passé un jour qui a décidé de tout et décimer les autres, un à un, et inverser le cours que traçait inlassablement le chemin de destruction du temps, et si je ne t'ai pas rencontré finalement pour me retrouver comme une image projetée de ce que nous aurions pu être. Mais me voilà, à présent, artisan de ma vie ou simple bûche, et je ne sais pas dans quelle direction orienter sans toi ma réserve de joie sans fin. La pollution atmosphérique à cause de la pollution de l'eau. La nuit dont je te parle et ensuite, dans le noir. Nous sommes montés dans les bosquets de feu, dans les bosquets de buissons, et nous les avons regardés parce qu'ils s'aimaient et se cherchaient dans leur vol. La pollution atmosphérique à cause de la pollution de l'eau, la nuit dont je te parle, dans l'obscurité, nous les avons regardés pendant qu'ils se cherchaient, puis nous avons vu qu'une certaine quantité de matière s'était formée à la jonction, alors que nous étions au sec et rien que des mâles, dans un vagabondage artificiel et sans but, rivière d'azur et rivière de feu,
une certaine quantité de matière s'était formée à la jonction, pendant que nous étions au sec, et rien que des mâles, dans un vagabondage artificiel, rivière d'azur et rivière de feu, canaux limpides. Ça a été un phénomène dévastateur après de nombreuses années, et c'est un souvenir un peu poignant. Un homme a ses démons qu'il ne peut retrouver jeune dans les nouveaux, car il ne peut plus les voir quand quelque chose s'est retourné cette nuit-là. Un phénomène dévastateur, et c'est un souvenir un peu poignant, car un homme ne peut être jeune sans démons quand quelque chose s'est retourné cette nuit-là. Ainsi, nous étions une force et nous avons grimpé cette nuit-là à flanc de colline entre les blocs qui étaient morts, et dans leur mort, nous avons traversé les vergers et les bois, nous avons arraché aux cerisiers de petites cerises aigres, puis nous sommes arrivés au sommet du sommet, et de là, nous avons vu 2 projecteurs au loin, tels 2 yeux mécaniques qui nous fixaient et auxquels nous ne pouvions échapper. Alors, nous avons été saisis par la peur et les chiens aboyaient, nous avons fui sur le dos, à flanc de colline, nous étions une force et nous grimpions entre les blocs qui étaient morts et nous traversions les vignes et les vergers chargés de fruits. Puis nous sommes arrivés au sommet du sommet et de là, nous avons vu 2 projecteurs et j'ai pensé combien l'amitié était belle entre garçons de 20 ans qui rient de leur voix mâle innocente et ne se soucient pas du monde autour d'eux. Leur virilité remplit la nuit et leurs cris, leur visage, tout se transforme en eux en rire et en éclats de rire, et jamais la fougue n'apparaît plus clairement que lorsqu'ils sont redevenus enfants, et dans leur corps demeure toujours présente une jeunesse totale et joyeuse. Nous avons grimpé à flanc de colline, puis nous avons vu une certaine quantité de matière à la jonction qui formait des bosquets de feu dans des bosquets de buissons, et nous les envions parce qu'ils s'aimaient et se cherchaient dans leur vol, alors que nous étions au sec et rien que des mâles. Nous avons grimpé cette nuit-là à flanc de colline, dans un vagabondage artificiel, et nous remplissions la nuit de nos cris lorsque la virilité se transforme en rire, en éclats de rire, et jamais la fougue n'apparaît aussi clairement que lorsqu'ils sont redevenus enfants, et dans leur corps demeure, toujours présente, une jeunesse totale et joyeuse. Alors j'ai pensé combien l'amitié était belle, entre garçons de 20 ans, leur rire et leur voix mâle innocente, qui ne se soucient pas du monde autour d'eux. Merci.